Le principe fondateur de tout ce que je vais vous dire, c'est donc ce qu'a rappelé Claude initialement, c'est ce séquençage du génome humain qui est arrivé dans sa première version en 2001, sa deuxième version en 2004, qui a été ça a duré environ 13 ans, d'accord, ça a été compliqué, et depuis qu'on a séquencé ce premier génome, séquencer de nouveaux génomes aujourd'hui est extrêmement simple, puisqu'on a la copie d'origine, il suffit de séquencer les petits morceaux d'ADN et les réapparier au génome d'origine pour les aligner. Ce qui explique que le premier génome, on a mis 13 ans et ça a coûté 2,7 milliards de dollars, et qu'aujourd'hui, en 2018, ça va prendre quelques jours. Il y a même un Guinness des records qui est actuellement en cours pour savoir celui qui va être capable de séquencer le plus rapidement le génome et l'interpréter. On est en moins de 24 heures, et ça peut descendre sur des tarifs de quelques milliers d'euros. Donc ce changement de paradigme a bien évidemment un changement, disons, de prise en charge des patients. Donc ce changement fait qu'aujourd'hui, quand on a commencé avec Claude et Corinne, c'est vrai que ça ne nous rajeunit pas, on séquençait péniblement 1 millier de paires de bases, et aujourd'hui on séquence des milliards et des milliards de nucléotides, ce qui conduit aujourd'hui à déplacer le problème vers le big data et vers l'interprétation de ces données. Donc je rappellerai quand même que grâce à tous ces progrès, on a pu quand même mieux cerner ce qu'était un génome, qu'on va faire les malins tout à l'heure en séquençant tout le génome, mais on va quand même rappeler qu'on ne sait interpréter quand même toujours que les gènes que dans les protéines, qui ne représente à peu près 19 901 dans la dernière version. Mais rappelons-nous pour le futur qu'il y a plus de gènes qui produisent des ARN et qui s'arrêtent là que de gènes qui produisent des protéines. Mais la compréhension des variations de séquence dans ces ARN non codants est très complexe, mais qu'il y a également des pseudogènes qui peuvent être également très compliqués à interpréter. Donc du coup, je vais juste vous rappeler également une donnée importante avant de commencer, c'est la variabilité de ce génome qui est considérable, puisque maintenant on est capable de faire des médianes de variations. Là, c'est le papier qui était paru sur la variation du génome où on avait analysé un certain nombre d'ethnies. Eh bien, quand on compare un Européen avec un autre Européen, eh bien, ils ont ensemble 3,5 millions de différences nucléotidiques. Ils ont plus de 500 000 insertions délétions de quelques nucléotides et ils ont plus d'1 millier de délétions plus ou moins grandes dépassant les 50 nucléotides. Ces anomalies, ces variations de séquences, parce que maintenant on ne parle plus de mutation mais de variations de séquences, elles vont siéger dans nos fameux exons, c'est les parties qui vont persister dans l'ARN messager mature destiné à être traduit en protéines, puisqu'il y en a 20 000. Donc chaque fois qu'on séquencera tous les exons d'un patient et qu'on le comparera au génome de référence, il y aura 20 000 différences, et ces différences peuvent siéger dans les introns et dans toutes les séquences de régulation. Donc les méthodes qu'on va utiliser pour faire ces grands projets génomes sont de deux natures. Soit je séquence les 220 000 exons du génome, à peu près 50 millions de paires de bases, et je m'expose à avoir 20 000 variations de séquences, soit je séquence tout le génome, et je vais donc séquencer ces fameux 3 milliards, et je vais être exposé à 3, 4, 5 millions de différences qu'il va falloir ensuite interpréter. Donc du coup, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un très bon papier qui est sorti il y a 15 jours dans le New England et qui fait un petit peu le point sur effectivement toutes ces approches de séquençage, et qui ont conduit effectivement à se poser la question de la médecine génomique en France, fort de l'expérience internationale qui avait déjà, à l'époque où le plan a été imaginé, il y avait 14 initiatives nationales, et en particulier la fameuse initiative de Genome England, qui est certainement l'initiative européenne la plus avancée. Donc ça a conduit à poser la question, et c'est Manuel Valls qui avait posé la question au directeur général de l'INSERM par l'intermédiaire de Marisol Touraine, et puis avec Thierry Mandon. Donc la caractéristique de ces 4 personnes, c'est qu'elles ne sont plus en position. Et donc en France, ça a été de se poser quelle était l'organisation qu'on pouvait mettre en place. Donc lettre au Premier ministre, du Premier ministre à Yves Lévy. Yves Lévy donc, réunit des experts qui ambitionnent un plan. Le plan, c'est intégrer le séquençage dans un parcours de soins génomiques et développer une filière nationale de la médecine génomique, si possible industrielle, faire l'Airbus, on va dire, européen de la génomique. Ça aurait un sens, par rapport effectivement aujourd'hui aux fameux GAFA qui investissent des milliards de dollars et qui vont probablement rendre peut-être très délicates des approches nationales. Donc du coup, ce plan existe. Il est piloté par Franck Le Timonier, puisque c'est Avisan qui pilote le plan, qui est le directeur de l'ITMO Technologie pour la santé. Et comme tout plan, il est assez complexe, puisqu'il y a 3 objectifs et 14 mesures. Et il faut quand même reconnaître que ces mesures ont été bien pensées, parce que finalement, on y retrouve la façon de décliner le plan à travers ces mesures. Donc décliner le plan à travers ces mesures, premier objectif, mettre en œuvre les instruments du parcours de soins génomiques, c'est se doter de plateformes qui vont séquencer. Et donc l'objectif était à terme, et j'espère qu'il sera maintenu pour nos collègues des régions, de faire 12 plateformes de séquençage à très haut débit. Ensuite, ça a été de permettre l'intégration de ce parcours de génomique dans le parcours de soins.
et on verra que c'est probablement la mesure la plus pertinente, puisqu'elle va obliger à faire des réunions de concertation pluridisciplinaire de réunir les médecins pour l'aval, l'amont et l'aval, et également un objet pour l'instant pas très bien identifié, mais qui va probablement exister, c'est de créer un collecteur analyseur de données qui serait capable de récupérer l'intégralité des données de génomique avec l'intégralité des données de clinique et qui serait amené ensuite à être étudié avec des mathématiciens, des statisticiens, des bioinformaticiens ad hoc pour en tirer toute la substance intellectuelle. D'accord ? Donc on a après d'autres objectifs, le fameux CAD qui pourrait être en recherche, je n'insiste pas, et puis une filière industrielle qui pourrait éventuellement se greffer là-dessus parce qu'il faut un petit peu d'argent. Donc on va maintenant descendre un peu plus au plus proche de ce projet. On nous dit, il y a un mot-clé de le plan, ce sont les verrous. Et les verrous, il faut les faire sauter. Alors, je dis qu'il y avait la pince Monseigneur et la clé, et des fois, on ne sait pas trop avec quel système on va faire sauter ces verrous. Toujours est-il que le premier verrou, c'était de dire qu'il devait y avoir, sûrement, la mise en place de ce type de projet avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait régler, et donc le plan avait initié tout de suite des projets pilotes. Le problème, c'est que les projets pilotes, ils n'ont toujours pas commencé, ils devaient lever les verrous avant de permettre de mettre en place les projets de plateforme de soins. Ils vont commencer au premier trimestre 2019, on espère. Donc il y a un projet pilote maladie rare autour de la déficience intellectuelle qui va séquencer le génome complet de je vais vous montrer dans une seconde. Il y a un projet pilote cancer qui va s'occuper du sarcome des tissus mous et du cancer colorectal qui va lui aussi commencer probablement au premier trimestre et qui utilisera du séquençage exonique et du séquençage de type RNA-seq. Il y a un projet qui est en cours de discussion et de constitution, qui est un projet pour les maladies communes. Il a été sélectionné le diabète atypique, qui est le glucogène. Et il y a un projet qui est en population générale et qui a eu la bonne idée pour Claude de commencer par les Bretons. Donc du coup, tout le séquençage sera fait effectivement au Centre national de recherche en génomique humaine d'Evry, par Jean-François Deleuze. Et on peut avoir un peu de sens, par exemple, sur la déficience intellectuelle, où on s'aperçoit que très souvent, ces déficiences sont liées à des mutations de novo. Donc le papa et la maman n'ont rien, l'enfant est atteint. S'il est atteint, c'est qu'il a une mutation qui n'existe ni chez son père ni chez sa mère. Il faut la trouver. Et on sait que par différentes méthodes, vous voyez qu'on est capable de trouver 10% des cas et que si on va jusqu'au bout du génome, on est capable d'identifier 60% des causes de ces déficiences intellectuelles, ce qui justifie que ce soit le premier projet pilote maladie rare. Le deuxième axe a été donc de constituer un appel d'offres pour des plateformes de séquençage à très haut débit, appel d'offres où il fallait répondre pour le 9 mars 2017. 10 régions ont répondu à cet appel d'offres, 2 ont été sélectionnées. Sequoia, dont vous avez l'acronyme, qui a été imaginé par Martin Hirsch lui-même, et Oragen, donc, qui est la plateforme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette plateforme Oragen est dirigée par Damien Sanlaville et Jean-Yves Blais. La plateforme Oragen est un groupement de coopération sanitaire complexe, c'est la mise en œuvre, puisqu'il rassemble l'intégralité de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'Institut Gustave-Roussy, l'Institut Curie et la Fondation Imagine. Donc à faire fonctionner, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Toujours est-il que ce qu'on est en train de construire, c'est donc ceci, c'est donc un LBM qui est ici, qui est donc constitué de RCP d'amont et de RCP d'aval. Ces RCP sont des réunions de concertation pluridisciplinaire au cours desquelles on va instruire les dossiers destinés à aller sur ces plateformes de séquençage. Et vous voyez qu'on en aura dans le domaine des maladies rares, de l'oncogénétique, des tumeurs solides, de l'oncohémato et de l'oncopédiatrie, puisque ce projet n'est pas limité aux maladies rares, mais également au cancer. Et on aura des RCP d'aval de restitution, au cours duquel on essaiera de discuter les résultats que nous aurons obtenus. On a donc en Ile-de-France délégué le séquençage à très haut débit, qui n'a pas de valeur très importante à ajouter de séquencer, à un opérateur industriel qui est Intégragène. Et la partie bioinformatique est absolument essentielle, elle va être prise en charge par le système du plan, enfin le campus PICPUS qui a été mis en place par la PHP, et donc on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et les laboratoires d'amont et d'aval ont été identifiés, il y a des biologistes qui ont été actuellement sélectionnés. On va juste se rappeler les capacités de séquençage de ces plateformes, parce qu'il va falloir qu'elles commencent, parce que tout le monde imagine, il y a une réunion le 28 septembre interfilière, les 23 filières ont fait la lettre au Père Noël de ce qu'ils voudraient éventuellement séquencer, donc c'est très bien, mais il y a une capacité de séquençage qui est quand même limitée, puisque la première année, on va être capable de séquencer, vous voyez, à peu près 3000 équivalents génomes. Donc on va être capable de prendre en charge à peu près 3000 dossiers de maladies rares et 3000 dossiers de cancer. Donc ce n'est pas la révolution. Mais au fil et à mesure du temps, on va augmenter nos capacités de séquençage avec de nouveaux équipements de type Novasec pour arriver à la ligne qui était annoncée par le plan, c'est d'être capable de séquencer par an 20 000 équivalents génomes.
Donc ce diagramme, je ne vais pas le commenter, mais je le laisserai si vous voulez le regarder. C'est tout le diagramme qu'on va être amené à en mettre en place pour effectivement faire que la prescription ait du sens. Et on va insister lourdement pour dire que s'il n'y a pas une prescription de qualité avec des données cliniques structurées, nous ne pourrons pas analyser le génome dans le cadre des maladies rares. Et donc, ceci impose d'avoir un développement d'un outil de prescription qui va être intégré à notre système d'informatique, et on va utiliser un outil qui est déjà en place à l'Institut Curie, qu'on va donc rebaptiser T-Sequoia, ça tombe bien. Mais je voudrais ici, et c'est peut-être la seule fois que je vais m'intéresser au rein, dire que on a la chance, en France, d'avoir Laurent Ménard, qui a la double casquette d'être PUPH en néphrologie, et puis de bien aimer l'informatique, et d'avoir fait 2 ans à Cornell, je crois, pour comprendre ce qu'est la génomique. Il a mis au point une maquette pour la prescription génétique des examens dans le contexte de la filière orchide, mais ce concept peut être parfaitement décliné à l'ensemble des filières. Le problème, c'est qu'on reste à l'état de maquette, il faudrait maintenant l'amener à l'état opérationnel, et que c'est la petite guéguerre habituelle franco-française que l'on connaît très bien. C'est une filière qui le propose, pourquoi les 22 autres prendraient ce système, puisqu'elles-mêmes pourraient faire la même chose. Deuxième sujet, pas de chance, on a eu le PNMR3 qui est sorti entre-temps, qui est un autre plan, et qui a convenu effectivement qu'il fallait là aussi s'occuper des RCP, et on dit, c'est le PNMR3 qui va s'en occuper, mais comme c'est le PNMR3, on ne peut pas prendre une filière. Enfin, Laurent pourrait m'interpeller, et donc nous pouvons, nous, faire que le soutien au développement de cette maquette, qui n'a aucune erreur, qui est parfaitement adaptée à l'ensemble des filières maladies rares, et si on n'a pas cet outil, je pense qu'on ne va pas pouvoir interpréter beaucoup de génomes. La deuxième chose, et je suis content que Florent Soubrier ait rejoint notre équipe, il a vieilli lui aussi, donc maintenant il est consultant. Et donc Florent va avoir comme rôle, dans le contexte de Sequoia, de travailler à la constitution de ces fameuses RCP pangénomiques qui sont absolument indispensables et qui sont un outil du parcours de soins qui va être extrêmement nouveau et qui, à mon sens, est plus important que le séquençage lui-même. Donc le deuxième sujet, c'est que séquencer tout le génome, ça ouvre effectivement des perspectives éthiques, réglementaires et sociétales. Vous en parlerez cet après-midi avec Didier Lacombe. Mais il fallait quand même qu'il y ait un groupe de travail qui s'en occupe, c'est ce qui a été fait. Et avec les associations de patients, il y a eu la création de consentements spécifiques aux analyses pangénomiques et des consentements qui seront accompagnés de notices d'information spécifiques, parce que, entre guillemets, malheureusement, nous séquençons tout le génome. Et en séquençant tout le génome, on s'expose à effectivement identifier éventuellement les anomalies génétiques en lien avec la maladie, mais on s'expose également à identifier des variations génétiques qui ne sont pas en lien direct avec la maladie, que nous appellerons globalement données incidentes. Et il a fallu quand même beaucoup militer pour que l'Agence de la biomédecine, que vous connaissez par ailleurs au niveau du rein, fasse un groupe de travail qui fasse des recommandations de bonnes pratiques pour cette notion de découverte incidente. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les manipule? Comment on les utilise? Comment on les rend? Sachant que là, actuellement, pour le soin, nous ne sommes pas favorables à la production de données secondaires, qui sont des données qui sont activement recherchées de façon systématique, ce que font les programmes américains de génétique, de regarder des anomalies génétiques dans 59 gènes de façon systématique. Là, on va probablement plutôt s'orienter vers une analyse de données incidentes, mais je pourrais en parler plus si vous voulez plus tard. La deuxième petite notion, ça me fait plaisir, qui est Claude, ça a été de dire que les deux plateformes étaient effectivement présentes. Les régions ne sont pas très contentes parce qu'elles n'ont pas été non plus sélectionnées, et donc on nous demande d'avoir une vocation nationale. Donc je préfère cette carte ici par anamorphose, qui permet de comprendre ce qu'est l'Île-de-France, que la carte classique que vous pouvez trouver, où l'Île-de-France est réduite à une portion territoriale extrêmement limitée. Donc du coup, la petite ligne noire, c'est la nouvelle ligne de démarcation entre Sequoia et Oragène. Donc nous avons toute la Bretagne, on est content, les Pays de Loire, la Normandie et le nord, les Hauts-de-France. Et Oragène aura à traiter les demandes venant des patients des autres régions, de l'outre-mer, et je n'allais pas dire de la Corse, mais également de la Corse. Donc du coup, il faudra également mettre en place un dispositif axe 6 du plan qui est absolument essentiel, et il faudrait que votre association ait un lobbying fort en la matière, puisqu'on a donc considéré que le plan ne pouvait pas commencer en disant, les plateformes, en sélectionnant elles-mêmes les indications sur lesquelles elles seraient amenées à travailler, par un système de lobbying classique qu'on connaît bien en France. Donc les préindications vont être définies par la Haute Autorité de Santé, et on est content de savoir depuis peu qu'il y a un groupe de travail qui est en cours de constitution. Ça fait 2 ans quand même, le plan tourne, mais la HS vient de se réveiller, et il va être piloté par Cédric Carbonel,
Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura un délivrable, comme on dit dans le plan, qui est que le 19 décembre 2018, dernier jour de l'année presque, on aura les préindications sur lesquelles fonctionneront les deux plateformes. Et donc, il est absolument essentiel que ces indications aient du sens, et je ne vais pas me permettre de faire ce que va faire la HS, c'est-à-dire les indicateurs qui permettront de choisir. Mais il est essentiel de prioriser. On les engage à regarder ce qu'ont fait nos collègues anglais, puisque vous avez ici, par ce lien Internet, vous avez effectivement tout ce que la connaissance qu'ont nos collègues anglais sur effectivement les indications qu'eux se reconnaissent sur le plan du whole génome, sur le plan du whole exome ou sur le plan des panels de gènes. Dernière notion, je vais finir, ça va être ma conclusion, c'est le papier qui vient de sortir la semaine dernière dans le New England, pour juste commencer aussi à dire, c'est pas parce qu'on va séquencer un génome qu'on va régler le problème de l'errance diagnostique des maladies rares, puisque ce papier donc, qui a pour objectif, c'est un projet américain, de séquencer le génome de patients sans diagnostic, eh bien on va regarder le résultat. Le résultat, c'est que quand vous avez, il faut que je mette mes lunettes, quand il y a 1519 patients qui sont référés et avec une annotation clinique extrêmement performante avec des codes HPO et tout ce qu'il faut, il n'y en a que 601 qui sont acceptés pour l'évaluation. Parmi ces 601, il n'y en a que 382 pour lesquels on va faire finalement l'analyse. Et parmi les 382 pour lesquels on fait l'analyse, on ne trouve la cause diagnostique sur le plan génétique que dans 132 cas, c'est-à-dire dans un tiers des cas. Donc il faut qu'on s'attende quand même que dans cette première phase de la mise en place du séquençage complet du génome, on accumule beaucoup de données de séquençage, mais que la causalité clinique, diagnostique de ces anomalies attende un petit peu. Et que ça justifie la mise en place d'un dernier outil du plan qui est ce qu'on appelle le CAD, le collecteur analyseur de données, où il est très probable que c'est d'autres moyens très complexes d'analyse bioinformatique de ces données, en comparant plusieurs cas, en comparant des populations normales, en utilisant de nouveaux algorithmes qui nous permettront peut-être d'augmenter ce chiffre. Mais donc le séquençage complet dans le domaine de l'errance diagnostique sur des cas index, donc des situations isolées, ne permet aujourd'hui que d'identifier environ qu'un tiers des cas dans des indications qui étaient correctes. Je vous remercie de votre attention.